En France, le Rassemblement national est relégué en permanence aux marges du jeu politique. Les républicains, comme le Parti socialiste, brandissent ce qu'ils appellent un cordon sanitaire, une barrière prétendument morale destinée à l'écarter. Pendant ce temps, les médias publics ne cachent même plus leur hostilité. Jour après jour, leurs journaux ressemblent davantage à des tribunes militantes qu'à de véritables espaces d'information, où chaque reportage devient une flèche dirigée contre ce parti. Pendant que le petit théâtre politique parisien tourne en rond, un regard venu de l'autre côté de l'Atlantique scrute la situation avec une attention presque dérangeante. Cet observateur n'est pas n'importe qui. Il s'agit de G.V. En France, le Rassemblement national est relégué en permanence aux marges du jeu politique. Les républicains, comme le Parti socialiste, brandissent ce qu'ils appellent un cordon sanitaire, une barrière prétendument morale destinée à l'écarter. Pendant ce temps, les médias publics ne cachent même plus leur hostilité. Jour après jour, leurs journaux ressemblent davantage à des tribunes militantes qu'à de véritables espaces d'information, où chaque reportage devient une flèche dirigée contre ce parti. Pendant que le petit théâtre politique parisien tourne en rond, un regard venu de l'autre côté de l'Atlantique scrute la situation avec une attention presque dérangeante. Cet observateur n'est pas n'importe qui. Il s'agit de G.V., vice-président des États-Unis. Sur la scène mondiale, certains responsables français, comme Mélenchon ou Bayrou, semblent désormais peser moins qu'une plume, enfermés dans des querelles locales qui n'intéressent plus guère les capitales étrangères. Lui, au contraire, fixe la France avec une lucidité tranchante et prononce à propos de Marine Le Pen une déclaration inattendue. Une phrase qui, aussitôt, fait vibrer tout l'équilibre politique européen. Ces mots exacts, vous les entendrez dans la vidéo d'aujourd'hui où chaque détail éclaire pourquoi Bruxelles comme Paris ont été secoués. Ne partez surtout pas avant la fin, car ce qui se dessine dépasse largement une simple sympathie politique. Derrière cette connexion entre les deux rives de l'Atlantique se cache bien plus qu'un encouragement. C'est un signal direct envoyé au petit monde du pouvoir français. À Washington, ce qui se déroule en France est observé presque au microscope. Élections, affaires judiciaires, manifestations réprimées, rien n'échappe à l'attention américaine. Pourtant, l'équipe de Macron ne semble plus susciter la moindre considération dans la capitale américaine. Beaucoup le perçoivent comme un dirigeant fragilisé, isolé, dont les revers en matière économique et sur le dossier ukrainien ont entamé la crédibilité. Les membres du mouvement Renaissance ne figurent plus vraiment sur les listes d'invités de la Maison-Blanche. Quant au président français lui-même, ses tentatives de contact semblent se perdre dans le silence, tandis que l'administration Trump privilégie désormais d'autres partenaires jugés plus stratégiques. À Washington, l'attention semble désormais dirigée vers un interlocuteur bien différent. L'équipe de Trump privilégie un échange direct avec le Rassemblement national, ce mouvement qui revendique haut et fort son refus de s'aligner docilement sur les injonctions européennes. Un épisode récent illustre parfaitement ce basculement. Le 21 février 2025, Jordan Bardella, accompagné de plusieurs élus du RN, s'est rendu officiellement dans la capitale américaine. Sur place, ils ont rencontré divers responsables politiques américains, dont certains proches de J.D. Vance. Et contrairement aux insinuations habituelles, ces rencontres ne se sont pas déroulées dans l'ombre. Elles ont eu lieu au grand jour, sous les caméras et les projecteurs, lors de la Conservative Political Action Conference, la célèbre CPAC. Ce geste n'a rien d'anodin. Il agit comme un puissant projecteur braqué sur la crédibilité internationale du RN. Depuis longtemps déjà, nombre d'observateurs américains estiment que la situation politique française cache quelque chose de profondément déséquilibré. Un système inquiet, prêt à étouffer l'expression populaire pour conserver ses avantages. Dès lors, Washington regarde ailleurs et s'intéresse davantage à ceux qui affichent encore une certaine fermeté, des responsables qui parlent de frontières, d'économie nationale et de souveraineté sans détour. Et cette perception a été confirmée publiquement par une voix particulièrement influente, celle du vice-président américain J.D. Vance. Le 14 février 2025, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, il a prononcé un discours qui a résonné comme un coup de tonnerre.
Ces paroles ont fait l'effet d'une onde de choc à travers l'Europe, suscitant de Berlin à Paris une indignation officielle qui semblait, pour beaucoup, davantage jouée que sincère. Ces paroles ont été directes, presque brutales. En France, les décisions ne semblent plus découler de la volonté majoritaire, mais d'arrangements discrets négociés en coulisses. Une coalition dangereuse qui finit par se retourner contre les citoyens eux-mêmes. Difficile de ne pas comprendre la cible de cette remarque. Le fameux cordon sanitaire, ce mécanisme construit par les élites pour maintenir le RN à distance des centres de pouvoir. Et ce n'était pas une improvisation isolée. Au cours de cette même rencontre à Munich, Vance avait déjà expliqué, avec une précision presque tranchante, qu'ériger un tel barrage politique n'avait rien de démocratique. Dans une vraie démocratie, les idées se confrontent librement. Pas d'interdiction arbitraire, pas de mise à l'écart organisée. Pas de silenciation de millions d'électeurs. Pourtant, selon lui, c'est exactement ce qui se déroule aujourd'hui en France. Là où devrait régner la liberté d'expression, c'est plutôt une atmosphère d'intimidation qui s'installe, avec des magistrats accusés d'être instrumentalisés et des médias largement financés par l'État. Au lieu d'un débat ouvert, on voit se multiplier accusations, enquêtes orientées et campagnes de discrédit. C'est cette dérive que Vance dénonce frontalement, avec un ton qui tranche radicalement avec la rhétorique prudente et calculée du pouvoir macroniste. Le vice-président américain ne s'arrête pas là. Il accuse aussi certaines élites européennes de manipuler les mécanismes démocratiques pour neutraliser leurs adversaires politiques. Dans une interview diffusée sur la plateforme Max le 3 avril 2025, réagissant à la condamnation de Marine Le Pen, il a répété cette critique en des termes particulièrement sévères. Et comme si cela ne suffisait pas, un épisode récent a encore aggravé les tensions entre Paris et Washington. Après le voyage controversé de Raphaël Glucksmann aux États-Unis en janvier 2025, les relations semblent s'être sérieusement détériorées. Beaucoup y voient la conséquence directe de l'attitude jugée condescendante de certaines élites françaises. Lors de ce déplacement, Glucksmann avait qualifié le RN de parti fasciste. Une accusation lancée sans détour, révélant aux yeux de ses critiques un profond mépris pour une partie de l'électorat français. À Washington, ces propos ont provoqué une stupéfaction difficile à dissimuler. Dans les couloirs de la Maison-Blanche, l'étonnement s'est transformé en malaise discret, au point que certaines invitations se sont soudainement évaporées. Marine Le Pen, de son côté, a choisi de répondre sans éclat inutile. Avec calme, elle a rappelé qu'assimiler ainsi ses électeurs revenait à manquer de respect aux véritables victimes de l'histoire. Ces millions de Français ordinaires que certains traitent aujourd'hui comme s'ils étaient des parias. Désormais, dans l'entourage du pouvoir américain, on murmure que Glucksmann a franchi une frontière politique délicate. Et, avec lui, tout un système parisien accusé de diaboliser une partie de sa propre population. J.D. Vance, lui, n'a pas cherché à arrondir les angles. Sa position est tombée, nette et sans détour. Les principes démocratiques ne doivent pas seulement être proclamés, ils doivent se vivre chaque jour. Pour lui, une démocratie digne de ce nom écoute toutes les voix, même celles qui dérangent les cercles de pouvoir. Puis est arrivée la phrase qui a littéralement enflammé Internet, reprise des millions de fois sur X et sur d'autres plateformes. Le cordon sanitaire dirigé contre le RN relève d'une pratique autoritaire incompatible avec les valeurs de l'Occident. Une déclaration choc qui a contraint même certains médias français, pourtant peu enthousiastes à l'idée d'en parler, à relayer l'information. Mais au fond, que cache réellement ce fameux cordon sanitaire dont on parle tant? Derrière ce terme presque technique se dissimule une mécanique politique vieille comme le monde. Empêcher un adversaire d'accéder au pouvoir en l'isolant systématiquement. Une frontière invisible, dressée par les partis traditionnels, qui permet d'écarter d'un revers de main les millions d'électeurs ayant choisi le RN, comme si leur vote pouvait être ignoré. Lors des dernières élections, des millions d'électeurs français ont glissé un bulletin en faveur du Rassemblement national. Un mouvement électoral d'une ampleur telle qu'il a semé l'inquiétude dans les cercles du pouvoir. Pourtant, au sommet de l'appareil politique, on semble s'efforcer de faire disparaître cette réalité, comme si ces suffrages pouvaient être effacés du paysage. Les obstacles se multiplient ensuite de manière étonnamment systématique. Des réunions publiques se voient refusées pour des motifs de sécurité.
La moindre maladresse du parti est amplifiée par les chaînes d'information, tandis que les controverses touchant d'autres formations passent souvent sous silence. Parallèlement, certaines ONG, parfois soutenues par des financements publics, orchestrent des campagnes très critiques contre le mouvement. Même des institutions censées incarner l'impartialité, comme le Conseil constitutionnel, sont accusées par ses détracteurs d'être devenues un levier politique utilisé par ceux déjà installés au sommet. Pour J.D. Vance, il faut appeler cette situation par son nom. À ses yeux, ce phénomène constitue un éloignement évident des principes politiques que l'Occident affirme défendre. Selon lui, une telle évolution pourrait affaiblir les fondements mêmes de la légitimité républicaine. Et il n'est pas le seul à tenir ce discours. Aux États-Unis, plusieurs responsables politiques ont également exprimé leur inquiétude. Le sénateur Tom Cotton est allé jusqu'à évoquer la possibilité de suspendre certaines coopérations avec les services de renseignement français si Paris continuait, selon lui, à utiliser des méthodes sécuritaires contre ses adversaires politiques, une attitude qu'il qualifie d'hypocrisie manifeste. De son côté, le sénateur Marco Rubio a décrit ce mécanisme d'exclusion comme une forme dissimulée d'autoritarisme, un système qui étoufferait la véritable pluralité des opinions. Il ne s'agit pas de quelques voix marginales criant dans le désert. Ceux qui tirent la sonnette d'alarme sont des responsables aguerris, des figures politiques expérimentées dont l'influence à Washington est bien réelle. Et, fait remarquable, leurs analyses convergent toutes vers le même constat. La France semble s'écarter progressivement de l'esprit démocratique, dérivant vers un système où l'expression populaire n'est acceptée que lorsqu'elle correspond aux attentes des élites. Face à ces critiques, Michel Barnier adopte une posture familière, celle du défi. Selon lui, tout cela relèverait d'une simple question interne à la France, un domaine où la souveraineté nationale devrait servir de rempart. Pourtant, ce discours ressemble moins à une affirmation de force qu'à une réaction nerveuse. Derrière cette fermeté affichée, certains voient surtout une inquiétude à peine dissimulée, comme si, au fond, ils savaient que les critiques de Vance ne sont pas entièrement infondées. Car lorsqu'un pouvoir politique envisage de réduire au silence ses opposants, il s'éloigne inévitablement de l'idéal démocratique. À ce stade, il ne défend plus vraiment la démocratie. Il en propose seulement une imitation, une version déformée qui contredit précisément les principes qu'il prétend protéger. L'année dernière, un seul homme s'est dressé face à la machine, l'avocat Jill William Goldnadel. À lui seul, il a remporté 16 procédures judiciaires contre des tentatives de censure venant de l'État, démontrant que la justice peut encore jouer le rôle de rempart. Mais pour combien de temps encore? Quand Gabriel Attal assure que tout fonctionne parfaitement, cela ne respire pas la confiance. Cela ressemble plutôt à une forme de déni confortable, presque tragique, comme si l'on refusait obstinément de voir les fissures qui apparaissent partout. Lorsque J.D. Vance a pris la parole à Munich, la réaction de Michel Barnier a été explosive. Il a aussitôt crié à l'ingérence étrangère, dans une indignation qui évoquait davantage la colère d'un enfant contrarié que le sang-froid d'un homme d'État. Officiellement, il dénonçait une intrusion dans la politique française. Mais derrière cette posture, beaucoup ont perçu autre chose. Une nervosité difficile à dissimuler. Ce qui était présenté comme une défense de la souveraineté nationale ressemblait surtout à un accès de colère exposé en plein public. Pourquoi une telle agitation, M. Barnier? Peut-être parce qu'une voix venue de l'étranger, et pas n'importe laquelle, celle du vice-président américain, vient d'exprimer à haute voix ce que nombre de Français murmurent depuis des années. L'idée que ce gouvernement semble davantage à l'écoute des intérêts bruxellois que des préoccupations des classes moyennes et populaires. Et lorsqu'une telle accusation est formulée aussi clairement, il devient difficile de faire comme si elle n'avait jamais existé. C'est précisément pour cette raison que la proximité entre Vance et Le Pen inquiète autant l'establishment. Leur alliance se distingue par un style qui tranche avec les codes habituels du pouvoir. Pas de tractations obscures ni de discours aseptisés préparés par des communicants. Pas de phrases creuses destinées à anesthésier l'opinion. Leur approche repose plutôt sur une parole directe, parfois brutale, qui prétend s'attaquer frontalement au problème. Et c'est exactement ce que beaucoup de citoyens disent attendre depuis longtemps. Moins de spectacles politiques soigneusement mis en scène, davantage de sincérité
et d'actions concrètes. Dans un discours récent, Vance a rappelé ses liens étroits avec plusieurs figures patriotes américaines, incarnation d'une nouvelle génération conservatrice qui rejette la culture dite « woke » et critique l'immigration qu'elle juge incontrôlée. Des positions dans lesquelles Marine Le Pen affirme se reconnaître pleinement, sans chercher à les édulcorer. Pour Vance, aimer son pays n'a rien d'un défaut à dissimuler. C'est au contraire la base même d'une nation forte, libre et solidaire. Mais son ton s'est ensuite durci lorsqu'il a évoqué plusieurs drames récents. Alors que l'Amérique rendait hommage à des figures respectées, presque comme à des combattants tombés au champ d'honneur, certains responsables de la gauche française et des écologistes se sont distingués par des plaisanteries d'un goût douteux. Des messages publiés en ligne, particulièrement offensants, qui ont franchi toutes les limites de la décence. Outre-Atlantique, ces réactions n'ont absolument pas été ignorées. La colère a été rapide et bruyante. Dans certains cas, les conséquences ont été concrètes. Refus d'entrer sur le territoire américain, voire retrait d'autorisation de séjour. Un signal clair envoyé par Washington montrant que ces comportements ne resteraient pas sans réponse. Parmi les exemples les plus troublants, celui d'une journaliste très connue. À peine une heure après une tragédie nationale impliquant une personnalité déjà controversée pour des accusations de misogynie, d'homophobie et de racisme, elle a choisi de transformer un moment de deuil en tribune politique. Une vie venait de s'éteindre et pourtant cette figure médiatique française utilisait déjà la situation pour alimenter les divisions et les accusations. Aux États-Unis, la réaction a été mêlée de stupeur et d'incompréhension. Pour beaucoup, c'était un véritable choc culturel. Vance lui-même s'est interrogé publiquement. Comment la France, patrie des Lumières, a-t-elle pu descendre à un tel niveau? Puis il a ajouté, sans détour, que lorsqu'un pays commence à traiter l'opposition comme un crime, il s'éloigne déjà de la liberté et s'engage sur une pente menant à un autoritarisme dissimulé. Pendant ce temps, dans la capitale française, l'agitation gagne certains milieux politiques. L'atmosphère ressemble à celle d'une fourmilière brusquement secouée. Marine Tondelier, à la tête des Verts, a même évoqué publiquement la possibilité d'une procédure visant à interdire le RN, qu'elle présente comme un devoir démocratique. Pour ses critiques, la situation frôle l'absurde. Une scène politique où ceux qui parlent de démocratie envisagent justement d'exclure leurs adversaires. Voilà qu'un responsable politique, sous lequel la dette nationale a gonflé de près de 300 milliards d'euros en seulement 7 ans, se découvre soudain une vocation de protecteur de la démocratie. Pendant que Marine Tondelier multiplie les déclarations acerbes, la confiance des citoyens, elle, s'effrite lentement, comme un château de sable balayé par une marée de mécontentement populaire. J.D. Vance, lui, a posé une interrogation d'une simplicité redoutable. Comment un État peut-il prétendre défendre la démocratie s'il commence lui-même à en démanteler les fondements? Une question embarrassante à laquelle ni Macron, ni Attal, ni Rota ne semblent capables d'apporter une réponse convaincante. Trop absorbés par les jeux de pouvoir, paralysés par la peur de perdre leur emprise, ils s'accrochent à un contrôle toujours plus étroit des médias et des institutions judiciaires. Pendant ce temps, dans les salons feutrés où les responsables politiques se congratulent autour de dîners élégants, la réalité frappe le pays de plein fouet. L'économie donne des signes d'essoufflement et le chômage continue de peser lourdement sur la jeunesse. Les infrastructures vieillissent faute d'entretien, tandis que la Cour des comptes elle-même alerte sur la disparition de fonds publics dans des circuits de dépenses opaques. Aucun grand projet d'autoroute pour reconnecter les territoires oubliés. Aucun plan sérieux pour redonner un avenir aux banlieues en crise. À la place, une succession de promesses qui se dissolvent dans l'air et une dette qui ne cesse de s'alourdir. Pendant que des milliards sont engloutis dans des subventions écologiques jugées inefficaces, la confiance envers les élites politiques s'effondre. Et c'est peut-être là, finalement, que se cache le véritable scandale. J.D. Vance résume la situation avec une remarque tranchante. Selon lui, la vitalité d'un pays se mesure à la confiance qu'il place dans son propre avenir. Et à ses yeux, la France semble avoir perdu cette conviction, étouffée par des doctrines venues d'ailleurs et par une pression fiscale toujours plus lourde. À l'inverse, affirme-t-il, Marine Le Pen continue d'y croire. Elle défend l'idée d'un pays capable de prospérer grâce à son économie réelle, attaché à la famille traditionnelle et libéré des entraves administratives qui paralysent l'initiative. C'est précisément cette vision qui inquiète certains cercles du pouvoir.
Une population qui reprend confiance en elle-même représente un danger pour ceux qui redoutent l'éveil politique du peuple. Marine Le Pen incarne, pour beaucoup de ses soutiens, ce sentiment silencieux partagé par des millions de Français. L'attachement à une France concrète, celle des campagnes et des ateliers, bien loin de l'univers feutré des élites parisiennes. L'hommage appuyé de Vance envers la dirigeante du RN n'a rien d'un simple compliment improvisé. Il s'agit d'un geste politique calculé. Qu'un vice-président des États-Unis présente une figure de l'opposition française comme un symbole d'espoir et de résistance constitue un événement presque inédit à cette échelle. Pour certains observateurs, cela révèle combien l'équilibre de la scène politique internationale a évolué, avec Trump et Vance occupant désormais une place centrale. En France, pourtant, de nombreux médias tentent d'atténuer l'importance de ces liens entre Washington et le RN, les reléguant souvent en note de bas de page ou les décrivant comme une ingérence étrangère. Mais ceux qui ont écouté attentivement le discours de J.D. Vance à Munich savent que ce moment dépassait largement la polémique médiatique. Il s'agissait, pour ses partisans, d'un signal historique et d'un appel à réfléchir qui traverse les frontières